Au sommaire de cette édition, les habitants de la Palmeraie dans la commune de Cocody, victimes des fortes pluies de ces derniers jours, clôtures, routes et habitations n'ont pas résisté à la force des eaux de ruissellement, entraînant même des pertes en vies humaines. 40 ans, c'est l'âge de la Banque islamique de développement et cette date anniversaire a été célébrée au siège de l'institution en Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire est représentée sur place par son ministre du Plan et du Développement. Au Soudan du Sud, les femmes payent un lourd tribut au conflit. Les violences à leur endroit sont devenues une arme de guerre couramment utilisée. Bienvenue à vous dans ce nouveau journal sur RTI 1. Il y a des termes que nous entendons beaucoup ces dernières années, croissance, développement, émergence. Que renferment exactement ces notions? Comment s'appliquent-elles à notre quotidien? Pour nous éclairer sur ce sujet, M. Akepo Jean-Marie, consultant en management, est avec nous. Bonjour M. Akepo. Bonjour madame. Eh bien, nous vous retrouvons tout de suite après le point de l'actualité. 29 juin 2007, 29 juin 2014, il y a de cela 7 ans jour pour jour que s'est produit à l'aéroport de Bouaké l'attentat contre l'avion de Guillaume Soro, alors Premier ministre chargé de faire aboutir le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Le 7e anniversaire de cet attentat a été célébré aujourd'hui dimanche. Les rescapés avec à leur tête Guillaume Soro se sont souvenus des 4 morts et aussi des 7 femmes d'Abobo qui ont perdu la vie en mars 2011. Des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, le niveau de l'eau allant jusqu'à 2 mètres dans certaines maisons, contraignant les habitants à tout abandonner. C'est le sombre bilan dressé dans la commune de Cocody après les fortes pluies de jeudi et vendredi dernier. Doigt de laser. Quand le ciel est menaçant en cette saison des pluies, les habitants de la Palmeraie sont inquiets. Ce quartier résidentiel de la commune de Cocody a perdu son lustre d'antan à cause des eaux de ruissellement, des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville d'Abidjan. Routes impraticables, caniveaux bouchés, maisons inondées, c'est un véritable calvaire pour les riverains. C'est un véritable parcours du combattant que de sortir d'ici ou de revenir dans le quartier. Il y a des forces de 2 mètres. Vous voyez, c'est pas évident. Dieu merci, pour le moment il n'y a pas encore de perte en vie humaine. Mais il y a des dégâts puisqu'il y a les coupures d'eau, nous sommes obligés d'utiliser les eaux de pluie. Les dégâts sont énormes selon les habitants. Certains locataires ont même déserté leurs habitations de peur de perdre leur vie. Les 2 clôtures façade principale sont tombées, tout a été emporté. Le garage qui est là, la voiture a été inondée, 2 mètres d'eau à l'intérieur. L'immeuble qui est là, qui est un immeuble en location, la clôture arrière aussi est tombée et tous les locataires aussi sont partis. Mais ce canal qui est là, vous en multipliez par 10, par 20, ça peut pas. C'est le banc d'amas. Vous n'avez pas prévoir un caniveau pour le banc d'amas. Non, c'est pas un problème de canalisation. C'est un problème de circuit d'eau. Vous savez qu'il ne pleut pas. Après vous êtes dehors et l'eau va passer. Ça veut dire que ce n'est pas l'eau d'ici. Depuis 2010, ce quartier est confronté à cette situation indélicate qui met en difficulté la vie des riverains qui souhaitent qu'une solution rapide soit trouvée à leurs problèmes. À mon niveau là, c'est déjà coupé, tu n'arrives même pas à avoir accès au carrefour qui suit. Et de l'autre côté c'est pareil, très pénible. Surtout pour la zone de Palmeraie, il est très difficile de circuler. Il faut qu'une étude propre soit faite et puis pour que les travaux avancent parce que ça date de longtemps. À chaque période de pluie, il faut attendre une situation pareille. Message bien perçu par les autorités communales qui entendent agir dans le délai pour éviter d'éventuels dégâts à Cocody. On ne peut pas donner une autorisation à quelqu'un de construire une maison sur un bassin d'orage. Et même, il y a des grandes personnalités qui ont construit des villas et ont débordé sur les caniveaux parce qu'ils n'ont pas assez de terrasses. Et aujourd'hui, ça met la vie des autres en danger. On ne peut plus vivre dans l'impunité, ce n'est pas possible. Il faut qu'on retrouve la discipline. Eux-mêmes savaient qu'ils ne pouvaient pas construire là où ils ont acheté le terrain. Mais ils ont acheté quand même. Ils ont eu l'autorisation de construire. Ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment dommage. C'est vraiment de la désolation. Il y en a qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu par la faute des autres. En attendant les dispositions idoines, les riverains de la Palmeraie devront vivre dans l'incertitude à la moindre goutte de pluie en cette saison pluvieuse qui compte déjà plusieurs morts et des dégâts matériels importants dans le district d'Abidjan. Les maires du district d'Abidjan ont donc décidé d'apporter leur soutien aux victimes des inondations. Ils se sont rendus dans la commune d'Atekoubé où la pluie a fait d'énormes dégâts. Grâce Kando.
Les pluies diluviennes qui s'abattent dans le district d'Abidjan ces derniers temps causent de nombreux dégâts matériels et humains. Au vu de cette situation catastrophique, la coordination des maires du district d'Abidjan décide d'apporter son soutien aux familles sinistrées. Une visite de terrain des sites concernés pour constater l'ampleur des dégâts. Les populations ont vécu un drame. Il était important qu'on vienne les soutenir et voir nous-mêmes ce que le maire est en train de faire pour résoudre dans un premier temps les problèmes qui se posent. On a visité la zone qui est une zone vraiment de grande insécurité et nous sommes heureux de savoir que le maire a entrepris une grande opération de délocalisation. On a vu les ouvriers sur le terrain en train de démolir. C'est vrai que ce n'est pas toujours aisé de le faire, mais pour la sécurité des populations, il était important que le maire engage cette opération et nous sommes venus lui dire notre soutien. Une action que salue le premier magistrat de la commune d'Atekoubé dans Haut-Polin. Et en ces moments difficiles que traverse la commune d'Atekoubé, vous avez vu que tous les maires sont venus spontanément apporter leur compassion, mais aussi surtout exprimer leur solidarité et leur engagement. Leur engagement pour qu'ensemble, dans cette grande fraternité d'Abidjan, nous puissions apporter des solutions idoines et définitives au drame qui frappe nos populations. Un plan de rénovation des quartiers précaires dans la commune d'Atekoubé a été mis sur pied. Il se décline en 3 phases. Les mesures immédiates et urgentes, la restructuration des quartiers précaires et la rénovation complète des quartiers sous-équipés et non restructurables. À Tiasalé, un autre problème trouble le sommeil des habitants. Des dépôts sauvages d'ordures ménagères fleurissent dans la ville avec leur lot de désagréments et de maladies. Les autorités municipales ont initié une campagne d'enlèvement de ces ordures assortie de sensibilisation des populations pour assainir leur environnement. Mamadou Kouassi. S'il y a bien un phénomène qui dérange le quotidien des populations d'un dossier de Tiasalé, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan, c'est bien les dépôts sauvages d'ordures qui jalonnent les rues depuis plus de 15 ans. Ces dépôts avec leurs corollaires d'eau usée seraient la cause de nombreuses maladies, dont le paludisme, la fièvre typhoïde et la diarrhée. Conscient de cette situation déshonorante, le maire de la commune, Sualio Silla, et son conseil municipal mènent une campagne de sensibilisation d'enlèvement des dépôts sauvages. Selon le premier magistrat de Tiasalé, cette action sera suivie de la distribution de sacs et bacs à ordures aux populations. Des initiatives bien appréciées par les administrés. L'une des solutions à la colonisation des dépôts sauvages est de chercher à traiter les dépôts déjà à la source. C'est pourquoi nous avons mis une politique d'abord pour non seulement la pré-collecte, la collecte et maintenant le transport. Et la pré-collecte va consister à vraiment passer de ménage à ménage. Ce sont environ 60 dépôts sauvages identifiés en Doussi à Tiasalé qui seront traités par les services de la mairie. Avec toutes ces initiatives, Sualio Silla veut améliorer le cadre de vie de ces populations et redonner à Tiasalé et en Doussi leur luxe d'antan. La Banque islamique de développement a 40 ans d'existence. Ce partenaire financier de la Côte d'Ivoire a célébré l'événement à son siège en Arabie Saoudite. Et la Côte d'Ivoire a bien sûr participé aux festivités. C'est le ministre du Plan et du Développement qui a représenté sur place le pays. Alvarassa. La Banque islamique de développement a 40 ans au service des pays membres pour lutter contre la pauvreté, 40 ans d'investissement dans plusieurs secteurs d'activité, la santé, les infrastructures routières, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et bien d'autres. Des investissements de plusieurs milliards de dollars américains, rappelés par le secrétaire général de l'Organisation des coopérations islamiques, Iyad bin Hamid Mardani. Et surtout, le président de la Banque islamique de développement, le docteur Ahmad Mohamed Ali, pour qui les performances de la Banque islamique de développement ont permis à l'institution financière de passer de 2 milliards de dollars américains comme fonds il y a 40 ans à aujourd'hui 100 milliards de dollars américains. Un succès salué par toutes les agences de notation internationales et l'ensemble des pays développés avec les États-Unis d'Amérique en tête. Pour lui, par ailleurs, cet essor va se poursuivre avec la mise en place de nouvelles stratégies, ce qui permettra à cette institution financière de toujours jouer son rôle d'instrument de développement au sein des pays membres, selon le ministre des Finances saoudien Ibrahim Abdulaziz Al Assaf.
Pour demeurer dans la performance, le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, parrain de ce 40e anniversaire, Salman bin Abdulaziz, a rassuré au nom du roi les responsables de la Banque du soutien du Royaume. Il a invité les pays membres et le monde entier à la paix et à la stabilité, gage de tout développement. Enfin, lors des activités du 40e anniversaire de la Banque islamique de développement, l'Américain Bill Gates, qui a pour partenaire cette institution financière dans le processus de lutte contre la pauvreté, a salué les performances de la Banque islamique de développement. Il a soutenu que sa fondation va poursuivre sa collaboration avec elle pour lutter contre certaines maladies comme la poliomyélite, le paludisme et développer l'agriculture dans les pays en voie de développement. Quelle est la stratégie mise en place par la Côte d'Ivoire pour parvenir au développement? C'est à cette question que le ministre du Plan et du Développement, gouverneur de la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire, a répondu face aux panélistes. C'était lors de la réunion des gouverneurs de l'institution. Alvorassa. Quelle stratégie de développement pour une Côte d'Ivoire qui se veut émergente les années à venir? L'intégration économique régionale, une stratégie de développement. Ce sont les thèmes du panel animé par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakus, lors de ce 40e anniversaire de la Banque islamique de développement à Jeddah en Arabie Saoudite. Albert Mabritoakus s'est apaisanti sur la stratégie que lui a confiée le président de la République Alassane Ouattara, le développement équitable de toutes les régions dans les différents secteurs d'activité, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable par exemple. Pour y arriver, le ministre Albert Mabritoakus dit que la Côte d'Ivoire a besoin du soutien de la Banque islamique de développement, un soutien nécessaire pour une meilleure intégration économique sous-régionale. Outre ce panel, le chef de la délégation ivoirienne a eu des rencontres d'échange avec des hommes d'affaires du monde arabe. Il a participé à la réunion du Conseil des gouverneurs, réunion au cours de laquelle l'on a reconduit et confirmé le président de la Banque islamique de développement, le Dr Ahmed Mohamed Ali, à la tête de cette institution financière pour 5 ans. Lors de ce 40e anniversaire, il y a surtout eu la signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Il s'agit de 2 accords importants avec donc des appuis portant pour l'eau potable en milieu rural sur environ 6 milliards et pour ce qui concerne les microcrédits 5 milliards et demi. Donc le tout fait globalement 11 milliards et demi. C'est des prêts, comme vous le savez, à taux concessionnaire avec des montants de remboursement très faibles et avec des différés importants comme la plupart des appuis que la BID nous accorde. Ces 2 projets vont nous permettre pour l'eau potable d'accorder un peu plus de possibilités à l'ONEP et au ministère de fournir donc l'eau potable à travers des pompes dans nos villages et en milieu rural. Et puis pour l'autre, le microcrédit va permettre certainement aux femmes, mais aussi aux jeunes, d'avoir des moyens d'organiser donc leurs activités, des financements pour les activités génératives de revenus. Le ministre d'État Albert Mabritoakus dit être heureux pour la Côte d'Ivoire qui, les années à venir, va encore bénéficier du soutien de la Banque islamique de développement. Retour en Côte d'Ivoire où les maquettes des filières professionnelles vont bientôt être revisées pour une meilleure adéquation avec le monde de l'emploi. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pour cela décidé d'initier des séminaires pour adapter ces formations. Soro Corona. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'adéquation formation-emploi demeure au cœur des préoccupations en Côte d'Ivoire. En effet, nombreux sont les étudiants sortis des universités publiques qui attendent toujours leur premier emploi. En vue de trouver une solution à cette problématique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de mener des réflexions sur les différentes maquettes des filières de formation. Cette vaste réforme vise à former des étudiants en tenant compte des offres d'emploi. C'est l'université Pérefolo Gon Coulibaly qui a été la première institution à bénéficier de ces travaux de réforme du système universitaire. Il s'agit à chaque université, en fonction de sa spécificité, de pouvoir réorganiser son programme. L'université doit s'adapter aux mots qui minent la Côte d'Ivoire. Donc à chaque université de pouvoir réorganiser son programme en fonction
des problèmes que nous rencontrons tout en étant dans le monde. 3 jours durant, le contenu des différents modules de formation ont été revus et adaptés au nouveau contexte de formation. Les parcours et les maquettes ont été fortement révisés. Je pense que c'est en accord désormais avec les attentes, non seulement du marché, mais de la tutelle. Un processus accéléré de mise en œuvre des recommandations pourra permettre de mettre en œuvre toutes ces initiatives belles que le séminaire a encouragées. Dans les commissions et sous-commissions, les unités de valeur ont connu divers aménagements. Elles ont été reformulées, fusionnées et recomposées. Les universitaires ont proposé la création de 12 nouvelles filières à l'université Péréphéro-Gon Coulibaly, le recrutement des enseignants dans toutes les disciplines de formation. Ils ont également recommandé la mise en place des conditions de réalisation du système LMD qui apparaît comme un système à caractère universel dont l'application ouvre sur les champs d'une citoyenneté compétitive à l'échelle mondiale. L'université Péréphéro-Gon Coulibaly a été créée en octobre 2012. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2014 s'ouvrent demain, lundi 30 juin, dès 7h30 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parlons santé. Comment assurer une bonne prise en charge aux enfants atteints de trisomie 21 ? Des membres d'une association française sont venus ici en Côte d'Ivoire pour partager leur expertise en la matière. Les enfants atteints de cette malformation congénitale ont besoin d'une attention particulière pour s'insérer dans la société. Ami Sissoko, Laetitia Manglé. Appelés enfants serpents dans certaines sociétés africaines ou encore enfants mongoliens, ces enfants souffrent d'une malformation congénitale, la trisomie 21. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au total 46 chromosomes, ils en possèdent 47, entraînant ainsi un retard intellectuel et des malformations morphologiques. Ces enfants trisomiques manquent parfois d'accompagnement pour leur insertion sociale. L'association française Cœur de Kélis International vient apporter son expertise dans la prise en charge de ces enfants. Nous avons pu constater qu'en Côte d'Ivoire, il existait déjà de nombreux professionnels qui sont qualifiés par rapport à l'accompagnement des enfants en situation de handicap, que beaucoup de structures existaient, qu'elles manquent de moyens, qu'elles manquent de personnel et qu'il existait aussi des associations. Et l'objectif de Cœur de Kélis International va vraiment être d'essayer d'amener toutes ces associations, toutes ces petites institutions à se coordonner pour arriver à des orientations unitaires qui permettraient à l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner mieux, je dirais, l'éducation des jeunes enfants en situation de handicap. Cœur de Kélis International est une initiative de Judith Thiemélé, elle-même mère d'un enfant trisomique, pour soutenir les enfants en situation de handicap sensoriel, moteur ou psychique. En tant que mère, franchement, quand il n'y a pas de suivi, vous êtes perdu. Or, quand il y a un suivi, le moral y est. Et vous avez l'envie d'avoir cet enfant qui a l'handicap dans vos mains. C'est pour ça que je suis là, pour voir comment nous pouvons mettre en place des structures qui sont déjà faites en Europe. Je ne dirais pas que pareil, mais vraiment faire un genre, pour pouvoir aider les mères et enfants de ce pays. 8 millions de personnes dans le monde sont trisomiques. Avec un suivi médical et paramédical, la qualité de vie de ces personnes trisomiques pourrait s'améliorer. C'est la fête des ignames au pays Toura, dans la région de Gboné. Les habitants de la localité ont décidé à cette occasion d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la consolidation de la cohésion sociale. Ben Touré, à Boussanogo. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de paix, de réconciliation et de développement, surtout quand tous les fils et filles de la région sont réunis. Prétestant la fête de l'igname en pays Toura dans la région de Gboné, Lambert Kessé, cadre de la région du Tonkwi et fils du village, a appelé les siens à s'unir autour de leur idéal commun, le développement de leur région. Pour lui, ce développement ne saurait être possible sans la réconciliation, le pardon et surtout l'amour. Kessé les a donc invités à emprunter le train de l'émergence. Un message fort salué et apprécié par les populations de Gboné qui s'engagent résolument dans le processus de paix, de cohésion et de réconciliation nationale. La sortie des masques a constitué l'une des grandes attractions de cette fête. Jeunes, enfants, adultes et femmes sont sortis nombreux pour assister à ce spectacle.
La première dauphine de Miss Côte d'Ivoire 2014 intronisée reine Fanti. Le peuple Fanti du grand groupe Akan a élevé Samouratra Boulsi au rang de reine et ambassadrice de la beauté du peuple Akan. La première dauphine, maintenant reine de la beauté Fanti, et la deuxième dauphine, également descendante de ce peuple, sont désormais investies d'une mission, véhiculer un message de paix et d'unité dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ramadan 2014, les musulmans de Côte d'Ivoire entament aujourd'hui le deuxième jour de jeûne. Ce mois de Ramadan a démarré hier avec l'observation du croissant lunaire dans les villes de Bonan et de Korogo. Et c'est dans cette période particulière pour les musulmans que la ville de Kong a abrité une cérémonie de lecture complète du Coran. À terme, ce sont 218 fidèles qui ont reçu la baya, un ruban symbole d'une nouvelle vie dédiée à Dieu. Reportage. Du 7 mai au 18 juin 2014, 218 fidèles musulmans ont parcouru le Coran entier. Cette lecture complète du livre saint de l'islam permet à ces serviteurs de Allah d'entamer une nouvelle vie faite de piété et de dévotion à leur Dieu. Cette rénonciation à toute vie antérieure donne droit à la tâche du ruban, la baya. Cette pratique est propre à la communauté musulmane originaire de Kong. Au lendemain de la tâche du ruban, les participants reçoivent leur diplôme des mains du grand imam de Kong. Occasion pour El Hadj Sanogo Bassendou de revenir sur l'importance de cet acte. Le Coran, Dieu l'a créé et l'a donné à l'ange Gabriel qui l'a remis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a reçu et l'a enseigné au fur et à mesure à ses disciples. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est que ce que Dieu a demandé au prophète de faire. Les participants, eux, sont fiers de leur engagement. Je suis très content, je suis à l'aise, parce que j'ai commis peut-être des erreurs, je ne savais pas. Mais dès que j'ai participé à cette cérémonie, je sais que Dieu m'a pardonné. Je ne vais plus recommencer. 2014 marque la 3e édition de la Baya à Kong, après celle de 1979 et 2001. Première convention communale pour l'action des ouvrières du Christ dans la région du Gor. Un moment de prière, de réflexion et de recueillement pour cette église. Honorina Nigori. C'est autour du thème « Saisis ta bénédiction » de 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7 que les femmes de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Ganoa, membres de l'action des ouvrières du Christ AOC, se sont réunies récemment pour leur première convention communale au temple Jérusalem du quartier Garayo. 2 jours durant, à travers des réflexions, des enseignements bibliques, des recueillements et des prières, ponctués par un culte, ces femmes de l'AOC ont manifesté la réaffirmation de leur engagement personnel et commun au Seigneur Dieu Tout-Puissant à travers son Fils unique Jésus-Christ pour ses bénédictions et ses bienfaits. Occasion toute trouvée pour ces femmes de l'AOC de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour les dirigeants du pays. Au cours du culte d'action de grâce, le pasteur principal du temple de Garayo, pasteur Pascal Mahan, a exhorté les femmes de l'AOC à mettre en pratique la parole de Dieu en permettant à cette parole qu'elle écoute religieusement pendant les cultes de changer positivement leur vie. Dans les interventions, la présidente communale de l'AOC ainsi que la présidente régionale ont respectivement exprimé leur gratitude à leurs invités qui ont fait le déplacement avant d'inviter les femmes de l'AOC à rester mobilisées pour le Seigneur dans l'unité et la cohésion à Gagnoa. La ville de Bouaké accueille un événement sportif particulier. Il s'agit de la compétition annuelle d'athlétisme des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un défilé militaire a apporté un cachet spécial à cette rencontre sportive. Kader Sogodogo. Le sport, facteur de rassemblement, d'union et de cohésion. Cela est une réalité au sein des forces terrestres venues de toute la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une compétition d'athlétisme à Bouaké. Pendant 5 jours, nos forces en mettront en exergue leur talent sportif à travers des courses de vitesse et de fond. Pour le général Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire, le rendez-vous de Bouaké consacre l'unité retrouvée au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les forces terrestres sont à 14 bataillons. Et en plus des 14 bataillons, il y a des unités rattachées à l'état-major général. Vous avez vu le Moussi, il y aura les gendarmes, donc c'est toute la Côte d'Ivoire. Notre but en organisant cette compétition est non seulement de créer un esprit
de solidarité entre nous, la cohésion, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire vient de loin. Un impressionnant défilé avec à sa tête le drapeau ivoirien et sa garde, ainsi que plusieurs détachements des forces terrestres et les athlètes participant a ouvert les compétitions. Direction le stade Maracana de Rio de Janeiro au Brésil. L'ouverture des 8e de finale du Mondial 2014 a tenu ses promesses avec une victoire du Brésil face au Chili après des tirs au but 3-2. La Colombie a, elle, éliminé l'Uruguay sur un score de 2-0. En quart de finale donc, le Brésil va affronter la Colombie le vendredi 4 juillet prochain. Mais avant, les 8e de finale continuent avec 2 matchs au programme ce dimanche. Pays-Bas, Mexique et Costa Rica, Grèce. Au Soudan, les rebelles ont bombardé le chef-lieu de Kordofan Sud, une zone sous contrôle des forces gouvernementales depuis début juin. Voilà 3 ans qu'un conflit oppose au Kordofan Sud le pouvoir aux rebelles qui s'estiment politiquement et économiquement marginalisés par le régime du président Omar el-Béchir. Et au Soudan du Sud, les femmes payent un lourd tribut au conflit. Les violences à leur endroit sont devenues une arme de guerre couramment utilisée. Ils sont 100 000 à vivre dans les camps des Nations Unies. Les villages ne sont plus sûrs au Soudan du Sud. Les hommes du président Salva Kiir et ceux de son opposant Riek Machar s'affrontent et s'attaquent aux civils, particulièrement aux femmes. Si vous ne restez pas dans un groupe de femmes et que vous sortez seul, ça peut être dangereux. Vous pouvez être battu. Si des soldats rentrent chez vous pour piller, vous pouvez aussi être violé. Le viol est devenu une arme de guerre au Soudan du Sud. Dans les camps, les femmes bénéficient d'une sécurité toute relative, mais à l'extérieur, c'est pire. Aujourd'hui, Marie vient chercher du charbon pour faire la cuisine, son approvisionnement pour un mois. C'était vraiment risqué, vraiment, d'aller dehors chercher du bois. À l'époque où on y allait, il y a des femmes qui ne sont pas revenues et on n'a jamais retrouvé leur corps. Les hommes et les femmes étaient violés à cette époque-là. C'est l'organisation Oxfam qui a créé ce programme sur le charbon, une réponse aux rapports alarmants de l'ONU sur la vulnérabilité des femmes. On a reçu ces rapports sur les violences sexuelles qui avaient lieu en dehors des camps, quand les femmes devaient sortir chercher des choses qu'elles ne trouvaient pas à l'intérieur. Nous nous sommes dit pourquoi doivent-elles sortir? Ne peut-on pas leur fournir ce qui manque ici? Toutes les organisations humanitaires le disent, jamais elles n'ont enregistré autant de cas de violences sexuelles au Soudan du Sud. Depuis décembre, le conflit a poussé 1,5 million de personnes sur les routes. Qu'est-ce que la croissance économique pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Comment les PME, petites et moyennes entreprises, y contribuent? Ces questions sont au cœur de votre magazine du dimanche. Et pour y répondre, nous sommes avec M. Akepo Jean-Marie, consultant en management et dirigeant d'entreprise. Rebonjour M. Akepo. Bonjour madame. Alors quand on entend parler de croissance, de développement ou d'émergence, on ne sait pas très bien faire la différence entre ces termes. Donc d'entrée de jeu, on va définir ces notions. Alors, on va commencer en fait par définir la notion de croissance en des termes très simples. Alors, pour définir la croissance, il faut dans un premier temps définir le produit intérieur brut. Lui-même, ce produit intérieur brut qui fait donc appel à la notion de valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle valeur ajoutée? En des termes très simples, quand vous regardez par exemple dans votre quartier, le boulanger du quartier, avant de produire le pain qu'il va mettre sur le marché, donc ce pain-là, avant de le produire, il va avoir besoin de farine. Il va avoir besoin de farine, il va avoir besoin d'électricité. D'accord? Et donc la farine et l'électricité sont ce qu'on va appeler la consommation intermédiaire. Donc cette baguette de pain qu'il va vendre, disons, à 150 francs sur le marché, avant de le produire, donc avant de produire ce pain-là, la consommation intermédiaire de l'électricité et de la farine, qui lui ont coûté, disons, 100 francs, en faisant la différence entre 150 francs et 100 francs, on a 50 francs qui représentent la valeur ajoutée, d'accord, pour ce producteur-là. À l'échelle d'un pays, donc vous prenez l'ensemble de toutes les entreprises, toutes les PME, toutes les grandes entreprises, et donc vous allez faire la somme de ces valeurs ajoutées-là, et donc obtenir ce qu'on va appeler le produit intérieur brut de ce pays-là.
Alors, lorsqu'on regarde ce produit intérieur brut-là, donc d'une année à une autre, nous allons regarder sa progression. Donc, la progression de ce produit intérieur brut-là, ou sa variation, c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle la croissance. Donc, il parle de croissance, parle d'entreprise et parle de production d'entreprise. Voilà. Et quand on tient bien compte de cette définition, ça veut dire que toute croissance, à la base de toute croissance, ce sont les petites et moyennes entreprises. Absolument. Alors, ça dépend des pays. Hein. Donc, dans des pays donc, à consommation un petit peu intermédiaire, enfin, à revenu moyen ou à revenu faible comme les nôtres, la place des petites et moyennes entreprises est très importante. Les statistiques montrent que, de manière générale, au niveau mondial, on situe ces chiffres-là à 60% du produit intérieur brut. D'accord ? Donc, quand vous prenez le produit intérieur brut d'un pays, de manière générale, on va situer à 60% à peu près la part, en tout cas, des petites et moyennes entreprises dans ce produit intérieur brut. Donc, vous voyez vous-même l'importance des PME dans la vie des nations et dans la production d'un pays, de manière générale. D'accord, nous allons revenir plus en détail sur ce rôle des PME. Mais avant, on va continuer, on va faire la différence entre la croissance que vous venez de définir et puis le développement et aussi l'émergence. D'accord. Alors, quand on parle de croissance, c'est lié au développement, naturellement. Parce qu'on parle de développement économique, derrière ce développement-là, il y a, c'est vrai, d'autres théoriciens ont introduit de nouvelles notions, donc le développement social, le développement durable. Mais là, lorsqu'on regarde la croissance économique en tant que telle, donc le développement aujourd'hui est lié à la croissance économique et donc un peu plus loin aussi donc, à la croissance sociale, au développement social et ainsi de suite. Donc qui parle de développement, en tout cas dans notre nation, va parler de production et va parler de croissance économique. Les deux notions sont fortement liées. Et où est-ce que la Côte d'Ivoire se situe, on va dire? Alors, donc la Côte d'Ivoire, au sortir de la crise, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tissu des PME a été détruit après la crise post-électorale. Et ce qui va se passer, c'est que l'État, au sortir de cette crise-là, va amorcer un ensemble de grands projets, des projets d'infrastructure, des projets, donc vous avez le troisième pont, vous allez avoir les routes, vous allez avoir les infrastructures de télécommunications, tout un ensemble de projets structurants, donc dont l'objectif est de relancer la croissance. Et derrière ces projets d'infrastructure-là, nous allons avoir donc, dans un premier temps, un certain nombre de grandes entreprises et multinationales donc, qui vont être maîtres d'œuvre, donc qui vont piloter ces projets-là, mais ces multinationales-là vont faire appel donc, à des PME locales, dans une certaine mesure, et ça nous allons le voir, nous allons voir les chiffres, des PME locales qui vont contribuer donc, à construire ces infrastructures-là, donc les ponts, les routes, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures donc, hospitalières. Et donc, derrière tout ça, nous avons naturellement donc, les PME qui vont agir. D'accord. Et nous allons donc voir vraiment le rôle que jouent les PME dans la croissance économique. C'est dans un reportage signé Patrice Kouakou et commenté par Serge Coléa. La vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent ne peut se concrétiser sans un tissu de petites et moyennes entreprises à PME fortes. Le rôle là, essentiel des PME dans la croissance économique des pays en développement vers l'émergence est incontestable. Cette vision commande de doter le pays d'infrastructures de qualité d'une part et d'autre part d'un tissu dense d'entreprises de biens et de services performants, reflet de la vitalité et de la puissance de l'économie. L'État devra renforcer les capacités techniques et managériales de gestion et d'organisation des PME. Il s'agit aussi de faciliter l'accès des PME au financement et aux marchés publics et privés. Le maintien des liens de solidarité entre les PME et l'établissement de partenariats gagnant-gagnant s'impose. Au total, il faut mettre en place un mécanisme de promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation par l'appui aux entrepreneurs porteurs de projets novateurs, notamment les jeunes et les femmes. Alors, M. Akepo, nous avons entendu plusieurs recommandations dans ce reportage, mais quel est l'état des lieux, on va dire, du domaine des PME en Côte d'Ivoire? Alors, l'état des lieux, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière générale, les PME contribuent à hauteur de 60% donc, dans des pays, donc la faible revenu comme les nôtres, à la création de richesses et donc au produit intérieur brut. Dans notre pays, nous ne sommes pas encore ces chiffres-là. Les derniers chiffres donc, qui ont été donnés par la DGI, donc la Direction générale des impôts, situent autour de 20% la part des PME dans la production de richesses en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes très en dessous donc, de ce qu'on aurait pu attendre de l'apport des PME dans notre économie. Alors naturellement, on ne va pas s'arrêter là parce que des mesures vigoureuses donc, ont été prises par le gouvernement pour donc, juguler donc, les difficultés que nous avons. Les problèmes essentiels que nous avons avec les PME ivoiriennes, c'est un problème, comme vous l'avez dit dans votre reportage, c'est un problème d'accès au financement. Donc ça, c'est le premier problème que nous avons. Nous avons d'autres problèmes qui sont donc l'accès des PME au marché public.
Lorsque vous prenez un marché public, la construction d'un pont quand même qui fait plusieurs centaines de milliards, vous n'allez pas donc confier cette infrastructure à une petite entreprise, c'est tout à fait normal. Lorsque vous prenez la construction d'un réseau de télécommunications en fibre optique qui fait des dizaines de milliards donc, de francs CFA, vous n'allez pas les confier à une petite entreprise. Le deuxième problème, c'est que ces financements-là sont apportés par les entreprises, donc maîtres d'œuvre en général. Donc, si vous n'avez pas d'argent pour financer ces projets-là pour l'État, en tout cas pour ce qui est donc des projets de télécommunications ou même les projets hydroélectriques, les financements sont apportés par les entreprises qui portent ces projets-là. Ce qui veut dire que les PME ne sont pas présentes, en tout cas, en première ligne de ces projets-là. Alors, naturellement, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les PME soient des fournisseurs donc, de ces grandes entreprises-là. Et ces mécanismes-là, nous pouvons les analyser ensemble et faire des recommandations donc, à la puissance publique pour voir de plus en plus de PME donc, sur les projets d'État. Et donc, un des troisièmes points, en tout cas des PME aujourd'hui, c'est le problème donc, de la gestion. Le problème donc managérial, donc le problème de renforcement de capacité en gestion des dirigeants de ces entreprises-là. Et puis nous avons un quatrième problème qui est de manière plus générale, la gouvernance même de ces PME-là que ces PME-là donnent en réalité donc, des personnes qui peuvent discuter avec la puissance publique pour lui permettre donc de relever les problèmes que les PME rencontrent en vue de leur trouver des solutions au niveau de la puissance publique. Alors quand on a trouvé ces solutions, on a essayé d'un peu résoudre le problème des PME qui portent, on va dire, la croissance. Comment est-ce que le citoyen lambda ressent cette croissance-là dans son quotidien? Parce qu'on a parlé de croissance à 1 chiffre, croissance à 2 chiffres. Comment l'expliquer de façon très simple? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, qui parle de croissance économique parle d'entreprise. Oui. Ce sont les entreprises qui créent de la croissance. Ce sont des entreprises qui créent de la croissance au travers donc, des marchés que ces entreprises peuvent avoir pour les exécuter. Alors, lorsque vous prenez une entreprise, dans la valeur ajoutée de l'entreprise, les études montrent, grosso modo, que 2 tiers de cette valeur ajoutée-là est redistribuée sous forme de salaire aux salariés. Les 1 tiers restants vont aller aux apporteurs de capitaux, qui sont les investisseurs, et une partie donc, à l'État sous forme d'impôts sur les sociétés. Alors ces 2 tiers-là, de la valeur ajoutée créée, va aller sous forme de salaire. Alors, ça veut dire que plus il y a de la croissance, plus il y a de la production. Plus il y a de la production, plus il y a une demande qui est adressée à ces entreprises-là. Et plus il y a de la demande, plus les entreprises ont des marchés. Je reviens vraiment sur le problème des marchés parce que créer une entreprise, c'est une chose, mais avoir des marchés, les exécuter, en est une autre. D'accord? Donc une fois ces entreprises-là, dans la dynamique, dans la mouvance économique, ces entreprises ont des marchés, elles les exécutent, donc elles reçoivent, donc elles dégagent la valeur ajoutée, et donc elles peuvent distribuer cette valeur ajoutée-là donc à leurs salariés, et donc les salariés peuvent vivre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les grands projets aujourd'hui, en réalité, doivent faire l'effort d'inclure davantage les PME dans la réalisation des grands chantiers d'infrastructures qui sont en cours. Et je pense que l'État est à pied d'œuvre pour justement faire en sorte que ces PME-là puissent participer de manière vigoureuse dans ces grands chantiers-là. Et une fois les PME prennent leur place dans ces grands chantiers-là, à ce moment-là, la valeur ajoutée créée est redistribuée et donc les uns et les autres verront donc les fruits de cette valeur ajoutée-là dans les ménages. Il y a un autre point que j'aimerais quand même mentionner, c'est qu'il ne faudrait pas que les Ivoiriens trient le travail. Si vous avez un travail de chauffeur quelque part, allez le prendre parce que sur les chantiers, nous avons besoin de chauffeurs, par exemple. Donc, si vous savez conduire et que vous déposez votre CV quelque part, quand vous donne un poste de chauffeur, allez le faire. Si on vous donne un poste de superviseur sur un chantier, il faut aller le faire. Il ne faudrait pas que souvent les gens disent non mais il fait trop chaud et tout ça, donc on ne peut pas aller superviser des chantiers. Non, parce que c'est là qu'il y a de la croissance, parce qu'au sortir d'une crise comme celle qu'on a connue, la croissance est d'abord mise en œuvre à travers les grands chantiers d'État et les grands chantiers se passent dehors. Et quand on prend des exemples comme les pays asiatiques qui se sont basés sur les PME, on va dire pour atteindre la croissance, est-ce qu'il ne serait pas bon de suivre ces exemples-là? Alors, c'est tout à fait normal. L'exemple que vous prenez, madame, est un exemple essentiel. Il y a un pays que j'aime bien citer un exemple, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui s'est, dans un premier temps, appuyé donc, sur des conglomérats, ce qu'on va appeler les chaebols. Je ne mentionnais pas de nom d'entreprise ici, mais il y a des grands groupes coréens qui exportent aujourd'hui donc, des produits à travers le monde. Mais derrière ces grands groupes, il y a des PME qui travaillent. Et ces PME-là travaillent justement pour apporter donc, leur savoir-faire à ces grands groupes-là qui sont devant, qui sont les maîtres d'œuvre des grands chantiers et des grands projets donc, de l'État la plupart du temps. Et c'est à travers donc, ce couloir, donc, cette transmission et ce multiplicateur de revenus entre les grandes entreprises, donc les grands maîtres d'œuvre et les PME, que la croissance se crée et qu'elle devient durable et qu'elle devient inclusive
Donc on va dire qu'après la croissance, il y a le développement et puis il y a aussi l'émergence. Mais les pays émergents comme le Brésil, la Russie ou bien la Chine, qu'est-ce qu'ils ont, on va dire, de plus que la Côte d'Ivoire? Quelles sont les étapes que ces pays ont franchies pour arriver aujourd'hui à cette émergence? Alors, la question qui revient souvent, elle est très simple, hein, c'est comment la puissance publique, parce que je reviens beaucoup dessus, parce que dans un pays qui amorce le développement, la place de l'État est assez importante. C'est l'État, c'est la puissance publique qui doit pouvoir faire en sorte, dans les mécanismes qu'ils mettent en place, doit faire en sorte que cette croissance-là puisse redescendre vers les petites et moyennes entreprises en lançant des grands chantiers, en lançant des grands chantiers, des chantiers d'infrastructure, hein, en construisant des routes, en construisant des hôpitaux, en construisant des universités. Et donc, c'est à travers tous ces chantiers-là que le travail va redescendre au niveau des populations et donc tout le monde va profiter en réalité de cette croissance-là. Quand on parle de pays comme le Brésil, des pays comme la Russie, il y a un tissu industriel qui est assez fort quand même dans ces pays-là. Aujourd'hui, un pays comme le Brésil fabrique des petits avions qu'ils vendent à travers le monde. Des pays comme la Russie produisent des biens de consommation courante. Alors, l'État doit aller dans le sens de faire en sorte que le tissu industriel ivoirien puisse créer des produits qu'on peut exporter dans la sous-région. Je parle de produits de première consommation. Il y a des produits qu'on n'aura pas besoin d'importer. D'ailleurs, on le fait déjà. Hein. Il y a certaines PME, certaines entreprises ivoiriennes qui produisent et qui exportent dans la sous-région. Et l'État doit pouvoir continuer à donner de la dynamique à ces entreprises-là pour qu'elles continuent d'exporter dans la sous-région parce que ça permettra de relancer la croissance et d'aller vers l'émergence vers 2020. D'accord. Donc cette relance de la croissance, là, on va dire, est liée à l'accès des PME au marché. Grand marché, comme vous dites. Mais comment donc faire pour que ces PME aient accès à ces marchés puisqu'elles n'ont pas les financements nécessaires? Absolument. Alors, l'accès des PME, je reviens dessus, le plus important n'est pas de créer une entreprise. Vous pouvez créer une entreprise, avoir des cartes de visite, les distribuer, mais le plus important derrière, c'est d'avoir des marchés. Absolument. Et les marchés, on peut avoir des marchés au niveau de l'État, d'accord ? On peut avoir des marchés, donc ça c'est ce qu'on appelle l'investissement. Hein. Donc l'État investit dans de grands chantiers et l'investissement dans ces grands chantiers-là va créer du travail pour les PME. Mais il y a aussi la demande des ménages. La demande des ménages, c'est-à-dire que vous et moi, nous avons envie de consommer, nous partons dans un supermarché, nous avons envie de boire du yaourt, mais derrière ce yaourt-là, il y a des entreprises qui travaillent. Donc plus il y aura de la demande au niveau des ménages, plus les entreprises vont produire et plus il y aura de la richesse. Et le troisième facteur, c'est les exportations. Plus il y a des exportations, plus nos produits sont demandés dans d'autres pays, mieux c'est pour l'économie ivoirienne, mieux c'est pour nos entreprises, nos PME qui vont produire. Donc finalement, derrière, c'est de créer des marchés, c'est vraiment que les PME aient accès au marché. Finalement, alors derrière avoir accès au marché, faut pas avoir, si vous avez un marché, il faut le réaliser ce marché-là. Alors quand vous avez un marché, voilà, et donc ça nous amène à la problématique de l'accès au financement. Et là aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des bons de commande, un bon de commande de 100 millions, vous avez besoin de 40 millions pour réaliser ce bon de commande. Là, vous ne trouvez aucune banque sur place pour vous financer ces 40 millions pour réaliser votre bon de commande. Donc vous restez avec votre bon de commande, vous ne réalisez pas le marché et donc vous ne pouvez pas créer de la croissance. L'État doit vraiment faire un effort vraiment important pour promouvoir la création de structures de financement, des structures de financement de nos PME. Et même pour les banques déjà établies, il faudra donc créer un environnement incitatif pour ces banques-là pour pouvoir donner plus facilement de l'argent, nécessairement avec un ensemble de garanties qu'elles vont demander. Mais l'État peut apporter ces garanties-là aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas une petite et moyenne entreprise qui n'a pas 5 ans, 10 ans d'existence, à qui on demande 10 ans de bilan, par exemple, avant de lui faire un prêt de 20 millions, mais elle ne pourra jamais, cette entreprise-là, avoir accès au marché du financement. Donc l'État doit se porter garant de ces entreprises-là en prenant naturellement un certain nombre de précautions. Mais en tout cas, il faudra que l'État fasse un effort important pour pouvoir garantir les prêts à ces entreprises de la part des banques qui existent. Merci Monsieur Jean-Marie Akepo. Je rappelle que vous êtes consultant en management et dirigeant d'entreprise. Avec vous, nous avons parlé de la place des PME dans le développement d'un pays. Et avant de terminer, rappelons que les 8e de finale continuent avec 2 matchs au programme ce dimanche, Pays-Bas, Mexique et Costa Rica, Grèce. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur RTI 1.